Gordon Quinn avait construit sa vie brique par brique, comme son père le lui avait appris. À 38 ans, il possédait Quinn Construction, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les rénovations commerciales. L'entreprise n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais elle était solide. 15 employés à temps plein, des contrats réservés 6 mois à l'avance, une réputation de finir en avance sur le calendrier. Il avait rencontré Camille Hutchkin 7 ans plus tôt lors d'un gala de charité parrainé par son entreprise. Elle avait 26 ans à l'époque et travaillait comme coordinatrice d'événements. Belle de cette manière sans effort qui rendait les hommes stupides. Gordon n'était généralement pas stupide, mais il s'était senti seul après la mort de sa mère, et Camille a rempli des espaces dans sa vie qu'il ne savait pas vides. Ils se sont mariés en 1 an. Leur fille Sophie est arrivée 2 ans plus tard, elle a maintenant 5 ans, avec les cheveux noirs de Camille et ce que Gordon croyait être des yeux gris. Mais dernièrement, les fondations qu'il avait construites lui semblaient instables. Camille était devenue distante, toujours au téléphone, prenant des appels dans d'autres pièces. Quand il lui a posé des questions à ce sujet, elle a blâmé le stress de son nouveau poste de directrice des événements à l'hôtel Grandview. Il voulait la croire. La vasectomie était son idée. Gordon, nous avons Sophie. Elle est parfaite. Pourquoi risquer une autre grossesse à mon âge, avait dit Camille si raisonnablement, sa main sur son bras. De plus, tu as dit toi-même que tu voulais te concentrer sur l'expansion de l'entreprise. Il avait accepté, bien que quelque chose d'une urgence intérieure le dérangeait, mais il a mis ce sentiment de côté. Gordon Quinn était un solutionneur de problèmes, pas un inquiet. Le docteur Victor Pugh était très recommandé. La consultation a été brève mais professionnelle. Hugh avait la quarantaine, confiant comme le sont souvent les chirurgiens, avec des cheveux gris acier et des mains qui bougeaient avec une précision exercée. Procédure simple, Monsieur Quinn. Vous entrerez et sortirez en moins d'1 heure, avait dit Pugh, évitant à peine le contact visuel alors qu'il examinait les formulaires de consentement. Le matin de l'intervention, Camille l'a conduit à la clinique. Elle semblait nerveuse, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises dans la salle d'attente. Ça va? Nous nous sommes inquiétés pour toi. Elle lui a embrassé le front, mais ses yeux se sont dirigés vers le couloir où le docteur Pugh venait de disparaître. L'anesthésie a fait son effet et Gordon a senti la dérive familière de la conscience s'éloigner alors que l'infirmière chirurgicale, une jeune femme aux yeux fatigués, ajustait les moniteurs au-dessus de lui. Comptez à rebours à partir de 10, Monsieur Quinn, a-t-elle instruit. 10, 9, 8, puis plus rien jusqu'à ce que les voix le ramènent à la surface. Chapitre 2, la conversation. L'esprit de Gordon flottait dans cet espace étrange entre la conscience et le sommeil. Il pouvait entendre des voix mais ne pouvait pas ouvrir les yeux. Ne pouvait pas bouger. L'anesthésie le maintenait en suspension. Sa femme est-elle toujours dans la salle d'attente? La voix du docteur Pugh, basse et tendue. Oui, docteur. L'infirmière. Elle semblait incertaine. Bien. Après que nous aurons fini, je veux que vous lui donniez cette enveloppe. Ne le laissez pas la voir. Elle sait qu'elle arrive. Le rythme cardiaque de Gordon a grimpé, mais les moniteurs ne se sont pas alarmés. Les drogues dans son système maintenaient son corps immobile même si son esprit criait en pleine alerte. Il s'est concentré sur le maintien d'une respiration régulière, les yeux fermés. Docteur, je ne suis pas à l'aise, a commencé l'infirmière. Vous êtes payé pour assister, pas pour avoir des opinions. Donnez-lui l'enveloppe quand il sera en salle de réveil. Elle sera seule dans la salle de consultation. Compris. Une pause. Oui, docteur. Gordon a entendu du papier bruire, puis des pas s'éloigner. Il s'est forcé à rester immobile pendant que l'intervention se poursuivait. Son esprit a parcouru des possibilités, chacune pire que la précédente. Qui avait-il dans cette enveloppe? Pourquoi Camille savait-elle qu'elle arrivait? Depuis combien de temps planifiait-il cela? 30 minutes plus tard, ils l'ont emmené en salle de réveil. Il a gardé les yeux presque fermés, regardant à travers ses paupières entr'ouvertes l'infirmière. Son badge indiquait « Torres ». Elle se déplaçait nerveusement dans la pièce. Elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à la porte, à l'enveloppe partiellement visible dans la poche de sa blouse. Camille est apparue dans l'embrasure de la porte. « Puis-je le voir ?» Il sort à peine de l'anesthésie, a dit l'infirmière Torres. Le docteur Pugh voulait d'abord vous parler. Salle de consultation 2, au bout du couloir. Parfait, pensa Gordon.
Il pense que je suis toujours inconscient. Dès que Camille est partie, Gordon a forcé ses yeux à s'ouvrir davantage. De l'eau, a-t-il croassé. L'infirmière Torres a sursauté. Monsieur Quinn, vous vous réveillez plus tôt que prévu. Toilette, a-t-il réussi à dire, s'asseyant prudemment. Sa tête tournait vraiment à cause de l'anesthésie, mais son esprit était vif comme un rasoir. Laissez-moi vous aider. J'ai compris. Il s'est levé plus stablement qu'il n'aurait dû et a traîné les pieds vers la petite salle de bain reliée à la salle de réveil. Une fois à l'intérieur, il a verrouillé la porte et s'est rapidement dirigé vers la petite fenêtre qui donnait sur le couloir. De cet angle, il pouvait voir directement dans la salle de consultation à travers sa fenêtre intérieure. Camille était assise en face du docteur Pugh. Le chirurgien lui a tendu une enveloppe, la même dont Gordon les avait entendus parler. La main de Camille tremblait en l'ouvrant. Il a regardé son visage se transformer. Le choc, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction, puis des larmes. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Gordon était marié à cette femme depuis 6 ans. Il connaissait ses réactions. C'étaient des larmes de soulagement. Le docteur Pugh a tendu la main sur la table, a posé sa main sur la sienne. Le geste était trop familier, trop intime. Ils ont parlé. Gordon ne pouvait pas entendre les mots, mais il pouvait lire le langage corporel. Ce n'était pas un médecin réconfortant la femme d'un patient. C'était tout autre chose. Camille a jeté un coup d'œil vers la porte, a rangé l'enveloppe dans son sac à main et a essuyé ses yeux. Elle s'est levée, et Pugh aussi. Pendant un bref instant, leurs mains sont restées jointes. Gordon s'est éloigné de la fenêtre et a véritablement vomi dans les toilettes. L'anesthésie, la trahison, la fureur pure montant dans sa poitrine, tout cela s'est combiné en une révulsion physique. Quand il est sorti, pâle et tremblant, l'infirmière Torres a semblé inquiète. « Monsieur Quinn, vous devriez vous asseoir. »« Où est ma femme ? » ?»« Elle vient de partir. Elle a dit qu'elle avait une urgence au travail, mais qu'elle viendrait vous chercher dans 2 heures quand vous pourrez partir. » Bien sûr qu'elle l'avait fait. Gordon a hoché la tête lentement, son esprit déjà en train de travailler sur les prochaines étapes. « Puis-je me reposer ici ? » ?»« Fermez la porte. »« Bien sûr. Je viendrai vous voir dans 30 minutes. » Dès qu'elle est partie, Gordon a sorti son téléphone. L'anesthésie s'estompait rapidement. Peut-être l'avait-il métabolisé plus vite que prévu, ou peut-être que l'adrénaline pure la brûlait. Il a ouvert son application de notes sécurisée et a commencé à taper tout ce qu'il avait vu et entendu. Puis il a passé un appel. Wayne Riddle Investigation. Une voix bourrue a répondu. Wayne, c'est Gordon. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi et j'ai besoin d'une discrétion absolue. Wayne Riddle était l'ami de Gordon depuis le lycée. Après 20 ans en tant qu'enquêteur du site de l'armée, Wayne avait ouvert un cabinet d'enquête privé dans leur ville natale. Il était minutieux, loyal et totalement digne de confiance. Dis-moi. J'ai besoin que tu fasses une vérification approfondie des antécédents du docteur Victor Pugh. Tout, où il a travaillé, les plaintes, sa vie personnelle, ses dossiers financiers si tu peux y accéder. Et j'ai besoin d'une surveillance sur ma femme, Camille. À partir d'aujourd'hui. Silence à l'autre bout du fil. Puis, Gordon, qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai plus tard. Peux-tu le faire ? Considère que c'est fait. J'aurai des informations préliminaires d'ici demain matin. Gordon a mis fin à l'appel alors que l'infirmière Torres frappait à la porte. Monsieur Quinn, comment vous sentez-vous ? Mieux, a-t-il dit en ouvrant la porte avec un faible sourire. Désolé pour ça. L'anesthésie me frappe toujours fort. Elle a semblé soulagée. C'est normal. Reposez-vous maintenant. Votre femme sera bientôt de retour. Mais Gordon ne s'est pas reposé. Il est resté allongé sur le lit de réveil, fixant le plafond, son esprit assemblant les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence jusqu'à il y a 2 heures. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, c'était assez important pour qu'un chirurgien risque sa licence médicale. Assez important pour que Camille l'abandonne immédiatement après son intervention. Assez important pour qu'ils se rencontrent secrètement, se touchent les mains comme des amants. Et Gordon Quinn allait découvrir exactement ce que c'était. Chapitre 3. L'enquête commence. 2 jours plus tard, Gordon était assis dans le bureau de Wayne, au-dessus d'un prêteur sur gage sur la 7e rue.
L'espace était encombré de classeurs, de vieilles tasses à café et d'un mur couvert de cartes et de photographies. Wayne lui-même semblait sorti d'un roman policier. Un M88, torse de tonneau, avec une barbe grise et des yeux perpétuellement méfiants. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé », a dit Wayne en faisant glisser un épais dossier sur son bureau. Gordon l'a ouvert. La première page montrait l'historique professionnel du docteur Victor Pugh. Faculté de médecine de Hopkins, résidence à Mass General, certifié en urologie, dossier impeccable jusqu'à ce que les notes de Wayne mettent en évidence quelque chose d'intéressant. Il y a 3 ans, Pugh travaillait à l'hôpital Sainte-Catherine à Boston. Wayne a expliqué qu'il était parti brusquement. Aucune raison officielle donnée, mais j'ai demandé une faveur à un ami qui travaille dans l'administration hospitalière. La rumeur disait qu'il était impliqué avec la femme d'un patient. La direction de l'hôpital lui a donné le choix, démissionner discrètement ou faire face à une enquête éthique. Et il a choisi de démissionner. Il a déménagé ici, a rejoint le Riverside Medical Center, a gardé profil bas publiquement. Quoi qu'il en soit, Wayne a sorti un autre document. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il possède un condo dans les Riverside Towers. Un endroit cher, bien au-dessus de ce qu'un chirurgien dans un centre médical de niveau intermédiaire devrait pouvoir s'offrir. J'ai fait des recherches sur ses finances. Comment as-tu? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas de réponse, Gordon, a souri Wayne. Le fait est que Pugh reçoit régulièrement des dépôts en espèces. 5 000 ici, 8 000 là. Toujours juste en dessous du seuil de déclaration. Ça remonte à environ 2 ans. Gordon a senti son estomac se nouer. 2 ans. C'est à ce moment-là que Camille a commencé son nouveau travail au Grandview. Exact. Et devine où se trouve le condo du docteur Pugh. Laisse-moi deviner. Vue directe sur l'hôtel Grandview. Wayne a hoché la tête sombrement. J'ai une équipe de surveillance sur ta femme depuis 48 heures. Elle est allée à ce condo 3 fois. Une fois le jour de ton opération, une fois hier après-midi et une fois ce matin après avoir déposé Sophie à l'école. Le dossier contenait des photographies. Camille entrant dans les Riverside Towers. Camille dans le hall. Camille entrant dans un ascenseur. Les horodatages montraient qu'elle était restée entre 90 minutes et 3 heures à chaque visite. Les mains de Gordon se sont crispées sur le dossier. Ils ont une liaison. On dirait bien. Mais il y a plus. Wayne a sorti une autre série de documents. J'ai aussi vérifié les antécédents de Camille. Savais-tu qu'elle a grandi à Boston? Gordon a levé les yeux brusquement. Elle m'a dit qu'elle venait de Rhode Island. Elle a menti. Née et élevée à Boston. Elle a fréquenté le Boston College. Elle a travaillé comme coordinatrice d'événements pour le Fairmont Copley Plaza, où vivait le docteur Pugh pendant son séjour à l'hôpital Sainte-Catherine. Les implications ont frappé Gordon comme un coup physique. Ils se connaissaient avant. Avant qu'elle ne me rencontre. C'est ma théorie sur un chercheur qui fouille les archives des médias sociaux et les anciennes pages de la Société des journaux. S'ils ont été vus ensemble lors d'événements à l'époque, nous le trouverons. Gordon s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Une femme poussait une poussette. Un homme promenait son chien. Des gens normaux menant une vie normale, ignorant que toute l'existence de Gordon Quinn venait d'être révélée comme un mensonge soigneusement construit. Qui avait-il dans une enveloppe? A demandé Wayne doucement. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Gordon s'est retourné vers son ami. J'ai besoin que tu continues la surveillance. Documente tout. Où elle va, à qui elle parle, combien de temps elle reste. Je dois savoir si quelqu'un d'autre est impliqué dans tout ça. Gordon, si tu penses à faire quelque chose. Je pense à me protéger, moi et ma fille. La voix de Gordon est devenue froide. Quelqu'un m'a joué pendant des années, Wayne. Quelqu'un a pensé pouvoir m'utiliser, et je vais découvrir pourquoi. Wayne l'a étudié un long moment. Le Gordon Quinn que je connaissais au lycée se serait précipité en frappant. Tu es devenu plus intelligent. Je suis devenu patient. Il y a une différence. Au cours de la semaine suivante, Gordon a parfaitement joué le rôle du mari en convalescence. Il grimaçait de manière appropriée en se levant des chaises. Il a laissé Camille s'occuper de lui avec des poches de glace et des analgésiques.
Il a souri à Sophie et l'a aidée avec ses devoirs de maternelle pendant que Camille prenait des appels professionnels de plus en plus fréquents dans leur chambre. Mais à chaque instant, il observait, cataloguait, planifiait. Il a remarqué que Camille avait commencé à verrouiller son téléphone, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait changé le mot de passe de son ordinateur portable. Elle supprimait les textos immédiatement après les avoir lus. Des erreurs d'amateur, pensa Gordon. Elle pense que je suis trop confiant pour le remarquer. Le 6e jour, il est passé à l'action. Camille avait laissé son sac à main sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle se douchait. Gordon avait peut-être 7 minutes. Il s'était déjà préparé. Il avait commandé une petite caméra auprès du fournisseur de matériel de sécurité de Wayne. Pas plus grosse qu'un bouton. Dans le sac de Camille, il a trouvé son téléphone de rechange. Bien sûr, elle avait un téléphone de rechange. Il l'a allumé rapidement. Pas de mot de passe sur celui-ci. Arrogant de sa part. Et il a commencé à tout photographier. Des textos à Victor. Des heures de rendez-vous, un langage codé qui n'était pas vraiment codé du tout. Puis il a trouvé les photos. Des documents médicaux. Des résultats de laboratoire. L'entête indiquait, Riverside Medical Center, analyse de paternité. Le cœur de Gordon s'est arrêté. Les résultats montraient une comparaison ADN entre l'échantillon A, Gordon Quinn, et l'échantillon B, une fillette mineure, Sophie Quinn. Probabilité de paternité, 0%. Le papier tremblait dans ses mains. Il l'a photographié rapidement, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait. Sophie n'était pas sa fille. 5 ans d'histoire du soir, de genoux écorchés, de premiers jours d'école, tout construit sur un mensonge. Mais même à travers le choc et la rage, une partie de l'esprit de Gordon a noté quelque chose d'étrange dans le document. Les dates ne correspondaient pas tout à fait. La date de prélèvement de son échantillon était indiquée comme étant il y a 3 semaines, avant sa vasectomie. Quand avait-il prélevé son ADN? Il a entendu la douche s'arrêter. Rapidement, Gordon a tout remis dans le sac de Camille exactement comme il l'avait trouvé, a éteint le téléphone de rechange et s'est dirigé vers l'évier de la cuisine pour faire la vaisselle, forçant ses mains à rester stables. Camille est sortie 15 minutes plus tard, les cheveux humides, portant son peignoir en soie préféré. Elle lui a souri, ce même sourire qui l'avait autrefois fait se sentir l'homme le plus chanceux du monde. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en l'embrassant sur la joue. « Beaucoup mieux », a répondu Gordon en lui rendant son sourire. « En fait, je pensais que nous devrions faire quelque chose de spécial ce week-end. Juste nous 3. Peut-être ce nouveau restaurant italien dont Sophie n'arrête pas de parler. » Le sourire de Camille a vacillé, presque imperceptiblement. « Ce week-end, j'ai un événement professionnel, le gala de charité du maire. Tu sais à quel point c'est important. » Bien sûr, peut-être le week-end prochain alors. Certainement. Elle lui a serré le bras et est passée devant lui pour attraper son sac à main. Gordon l'a regardé vérifier que tout était en place. Satisfaite, elle est montée. Gordon a sorti son téléphone et a texté Wayne. J'ai trouvé le contenu de l'enveloppe. On doit se voir ce soir. La réponse est arrivée immédiatement. J'ai des nouvelles aussi. 20h mon bureau. Chapitre 4. Connexion. Le bureau de Wayne était sombre à l'exception de la lampe de bureau lorsque Gordon est arrivé à 20h. Son ami avait étalé des documents sur toutes les surfaces disponibles. Une toile d'araignée de connexion qui a fait tourner la tête de Gordon. Avant que tu me dises ce que tu as trouvé, regarde ça, a dit Wayne en désignant une photographie agrandie sur son mur. Elle montrait un événement caritatif d'il y a 7 ans à Boston. En arrière-plan, à peine visible, une jeune Camille Hutchkin se tenait à côté du docteur Victor Pugh. Ils étaient à une collecte de fonds pour l'hôpital Saint-Catherine-S. Ils se connaissaient, a dit Gordon d'un ton plat. À Boston, avant tout ça. Ils se connaissaient, Gordon, ils étaient fiancés. La pièce a basculé. Quoi? Wayne a sorti une coupure de journal des pages de la Société du Boston Globe datée d'il y a 8 ans. Le titre était « La mondaine de Boston Camille Hutchkin annonce ses fiançailles avec le docteur Victor Pugh ». Il y avait une photo. Camille, plus jeune et radieuse, levant sa main gauche pour montrer une bague de fiançailles. Pugh se tenait à côté d'elle, l'air possessif et fier. Que s'est-il passé? La voix de Gordon est sortie étranglée.
D'après ce que j'ai pu reconstituer à partir de vieilles publications sur les réseaux sociaux et d'amis, les fiançailles ont été rompues environ 6 mois après cette annonce. Il était déjà marié à une femme nommée Julia Pugh. Il avait une liaison avec Camille, lui a promis de quitter sa femme, mais ne l'a jamais fait. Camille l'a découvert lorsque Julia s'est présentée à son appartement. Wayne a sorti d'autres documents. Julia a demandé le divorce peu de temps après. Ça a mal tourné. Elle l'a plumé, a obtenu la maison, la moitié de sa pension, une pension alimentaire substantielle. C'est pourquoi Pugh vit dans un condo au lieu d'un manoir. Le divorce l'a décimé financièrement, et Camille a disparu de la société de Boston. Elle a mis ses réseaux sociaux en privé, a cessé de se montrer aux événements. Environ 6 mois plus tard, elle a refait surface à Providence, Rhode Island, travaillant dans un autre hôtel. C'est la version de son histoire qu'elle t'a vendue. Gordon s'est affalé dans une chaise. Puis elle a déménagé ici, dans ma ville. Elle m'a trouvé. Gordon, je ne pense pas qu'elle t'ait trouvé au hasard. Regarde ça. Wayne a étalé d'autres documents, des registres de propriété, des dépôts d'entreprise. Quand as-tu rencontré Camille? Il y a 7 ans, au gala de charité de l'hôpital pour enfants que mon entreprise a parrainé. D'accord. Maintenant, regarde qui a organisé cet événement. Wayne a fait glisser une facture. La coordinatrice d'événements listés était Camille Hutchkin, engagée par le service de planification d'événements de l'hôtel Grandview. Elle venait de commencer au Grandview, a dit Gordon lentement. Elle m'a dit que c'était son premier grand événement dans une nouvelle ville, qu'elle était nerveuse de faire bonne impression. Maintenant, regarde quand Pugh a déménagé dans cette ville et a rejoint le Riverside Medical Center. Gordon a vérifié les dates. Il y a 7 ans et 2 mois, juste avant l'arrivée de Camille. Ils ont planifié ça, a chuchoté Gordon. Depuis le début. Ils ont déménagé ici ensemble. Elle a pris un travail qui la mettrait en contact avec des hommes riches, et elle m'a ciblé spécifiquement. Queen Construction a été présenté dans la section des affaires 2 mois avant ce gala, a déclaré Wayne. Un article sur votre entreprise remportant le contrat de rénovation de l'ancien palais de justice. Il mentionnait que vous étiez célibataire, âgé de 31 ans, et que vous veniez d'hériter de l'entreprise après la mort de votre père. Vous étiez vulnérable et riche. La cible parfaite. Les pièces se sont assemblées avec une clarté horrifiante. La romance est claire, l'empressement de Camille à se marier, la grossesse qui est arrivée si rapidement. Sophie, a dit soudainement Gordon. Le test de paternité. Wayne, quand est-elle née? Wayne a vérifié ses dossiers. 15 juillet, il y a 6 ans. Vous vous êtes marié en novembre, il y a 7 ans. Gordon a fait le calcul. Ce qui signifie que Camille serait tombée enceinte en octobre, à peine un mois après notre rencontre, ou elle était déjà enceinte quand elle vous a rencontré. La rage qui a envahi Gordon était froide et calculatrice. Montre-moi ce que tu as trouvé d'autre. Wayne a tout exposé, pièce par pièce. Des dossiers financiers montrant que Camille avait systématiquement retiré de l'argent de leur compte joint. De petites sommes, jamais assez pour attirer l'attention de Gordon, mais sur 5 ans, cela s'élevait à près de 200 000 $. Des registres du condo des Riverside Towers au nom de Pugh. Mais avec Camille listée comme invitée autorisée avec sa propre carte clé datant de 3 ans. Elle menait une double vie, a déclaré Gordon. Jouant la femme et la mère dans ma maison tout en entretenant une relation avec Pugh. Mais pourquoi passer par tout ça? Pourquoi ne pas simplement divorcer de moi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Wayne a sorti la dernière série de documents. Votre police d'assurance vie. Vous l'avez mise à jour il y a 2 ans. Vous vous souvenez, après la naissance de Sophie et vous vouliez vous assurer qu'elle était protégée. Gordon s'est souvenu. 2 millions de $ avec Camille comme unique bénéficiaire si quelque chose lui arrivait. Sophie hériterait à ses 25 ans, mais d'ici là, Camille contrôlerait tout. Ils attendent que je meure, a dit Gordon lentement. Mais je suis en bonne santé. Je pourrais vivre encore 40 ans. Sauf si quelque chose vous arrivait. Un accident, peut-être. Les chantiers de construction sont des endroits dangereux. La voix de Wayne était sombre. Je ne dis pas qu'il prévoit activement de vous tuer, mais avec cette police d'assurance vie et la façon dont ils ont tout positionné. Ils ont mis en place leur stratégie de sortie. Gordon s'est levé et a arpenté le petit bureau. La vasectomie.
Camille a insisté là-dessus. Pourquoi? Peut-être pour s'assurer qu'il n'y aurait plus d'enfants. Pas de réclamation supplémentaire sur la succession. Mais Gordon pensait aux tests de paternité, aux dates qui ne correspondaient pas. Wayne, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu accéder aux dossiers médicaux? Ça dépend de qui et de la légalité que tu veux. Pas très légal. J'ai besoin de savoir si le docteur Pugh m'a traité comme un patient avant la vasectomie. J'ai besoin de savoir quelle procédure j'ai subie au Riverside Medical Center. Nous avons pris note. Je verrai ce que je peux faire. Ça pourrait prendre quelques jours. J'ai aussi besoin que tu trouves Julia Pugh, l'ex-femme. Je veux lui parler. Pourquoi? Parce que si quelqu'un sait comment Victor Pugh fonctionne, c'est la femme qui l'a trahi. Et je parie qu'elle adorerait t'aider à le faire tomber. Wayne a souri, montrant les dents. Maintenant, tu penses comme un prédateur au lieu d'une proie. Je la trouverai. Gordon a rassemblé les photographies et les documents. Wayne les avait préparés pour lui. Continue la surveillance. J'ai besoin de connaître chacun de leurs mouvements. Et Wayne? Ouais. Quoi qu'il arrive ensuite, ça doit avoir l'air naturel, légal si possible. Mais de toute façon, ils ne doivent pas savoir que je suis sur leur piste jusqu'à ce que je sois prêt. Tu prévois quelque chose? Je prévois tout. Chapitre 5. Le piège se dessine. 3 jours plus tard, Gordon était assis dans un café de Newton, Massachusetts, en face de Julia Pugh. Elle avait 49 ans, était attirante d'une manière lasse, avec des cheveux blonds platine et des yeux qui avaient vu trop de déception. Merci de me rencontrer, Madame Pugh. C'est Mademoiselle Morrison maintenant. J'ai repris mon nom de jeune fille. Elle a siroté son latte, l'étudiant. Votre ami enquêteur a dit que vous aviez des questions sur Victor. Je suppose qu'il a fait quelque chose de terrible. On pourrait dire ça. Gordon a fait glisser une photo sur la table. Camille et Victor entrant ensemble dans les Riverside Towers. Horodatage de la semaine dernière. L'expression de Julia s'est durcie. Camille Hutchkin. J'aurais dû savoir qu'elle finirait par refaire surface. Elle est comme une mauvaise pièce de monnaie. Vous la connaissez. La connaître. Elle a détruit mon mariage. Le rire de Julia était amer. Bien que je suppose que Victor a fait la plupart du travail lui-même. Camille n'était que le catalyseur. Jeune, belle, ambitieuse. Victor était au sommet de sa carrière, chef de service à Saint-Catherine-S, gagnant un excellent salaire. Elle a vu un ticket repas. Que s'est-il passé? Julius s'est adossé à sa chaise. Ils se sont rencontrés lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital. Victor a été immédiatement séduit, ou peut-être juste lubrique. Il a commencé une liaison, lui a dit qu'il me quitterait, que nous divorcerions et qu'il l'épouserait. Il lui a acheté une bague, a tout rendu public avant même de me dire qu'il voulait partir. Puis je l'ai appris d'un journaliste qui m'appelait pour me féliciter des fiançailles de mon mari avec quelqu'un d'autre. Pouvez-vous imaginer? Le sourire de Julia était aussi tranchant que du verre. Je suis allé à l'appartement de Camille, je lui ai dit exactement quel genre d'homme était Victor, je lui ai montré nos relevés bancaires communs, l'hypothèque de notre maison qu'il n'avait jamais mentionnée, le fonds d'études de notre fille qu'il avait pillé pour des cadeaux à sa maîtresse. Gordon s'est penché en avant. Qu'a-t-elle fait? Elle a rompu les fiançailles immédiatement. Victor était furieux. Il l'avait déjà annoncé publiquement, et quand ça s'est effondré, ça a nui à sa réputation à l'hôpital. L'administration a commencé à poser des questions sur sa conduite. Il a dû démissionner avant qu'il n'ouvre une enquête formelle. Et vous avez divorcé de lui. Oh, j'ai plus que divorcé de lui. J'ai tout pris. La maison, sa pension, une pension alimentaire conséquente. Je voulais qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. Julia a croisé le regard de Gordon. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos de Victor Pugh. Il ne pardonne jamais. Dans son esprit, Camille et moi avons conspiré pour le détruire. Il nous a blâmés toutes les deux également pour avoir perdu son poste, sa réputation, son argent. Alors, il voudrait se venger de Camille. Sauf si, Julia a fait une pause, réfléchissant. Sauf s'ils se sont réconciliés. Sauf s'ils ont décidé que leur véritable ennemi était tous ceux qui les avaient séparés. Monsieur Quinn, pourquoi êtes-vous vraiment ici?
Gordon lui a tout raconté. La conversation surprise pendant l'opération, l'enveloppe secrète, le test de paternité montrant que Sophie n'était pas sa fille. Les 7 années de mensonges construits sur des mensonges. Quand il a fini, Julia est restée silencieuse un long moment. Il joue un jeu à long terme, a-t-elle finalement dit. Victor est patient quand il le veut. Et si Camille l'a aidé à planifier cela? Elle a sorti son téléphone. Puis-je voir ce test de paternité? Gordon lui a montré la photo qu'il avait prise. Julia l'a étudiée attentivement, puis a commencé à rire, un son dur et savant. Quoi? A demandé Gordon. C'est un faux. Ou plutôt, il a été falsifié. Regardez le format de l'entête. Voyez comment la police est légèrement différente pour le corps du texte et la ligne de signature en bas? Ce n'est pas ainsi que le Riverside Medical Center formate ses rapports de tests génétiques. Je le sais parce que notre fille a fait des tests là-bas pour un problème médical l'année dernière. Le pouls de Gordon s'est accéléré. Vous dites que Sophie pourrait être la mienne? Je dis que Victor est capable de falsifier des documents médicaux. Il l'a déjà fait. C'est en partie pourquoi il a dû quitter Boston. Un patient s'est plaint que Victor avait modifié son rapport de biopsie pour montrer un cancer là où il n'y en avait pas, juste pour les pousser vers un protocole de traitement coûteux. Nous avons réglé à l'amiable. Le monde a de nouveau basculé. Si le test de paternité est faux, alors pourquoi le créer? L'expression de Julia est devenue calculatrice. Pensez-y. Que fait ce document psychologiquement? Il vous fait tout remettre en question sur votre mariage, votre enfant, votre vie. Il brise votre confiance. Et les hommes brisés font des erreurs. Ils me veulent instable. Ils vous veulent mort, Monsieur Quinn. Ou du moins légalement vulnérable. Un homme qui découvre que son enfant n'est pas sa fille biologique, qui a été trahi par sa femme pendant des années. Cet homme pourrait faire quelque chose d'imprudent, pourrait confronter sa femme violemment, pourrait avoir un accident au travail alors qu'il est distrait par des troubles émotionnels. Gordon a senti de la glace dans ses veines. Il crée des circonstances où ma mort semblerait naturelle ou du moins compréhensible. Et avec vous parti, Camille hérite de tout. Elle et Victor ont enfin leur fin heureuse financée par votre police d'assurance vie. Julia s'est penchée sur la table. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas sur mon ex-mari. Victor garde des archives obsessionnelles et détaillées. Quand nous avons divorcé, mon avocat a assigné son bureau à domicile. Nous avons trouvé des journaux remontant à des décennies. Chaque liaison, chaque complot, chaque personne qu'il estimait l'avoir lésé. C'est ainsi qu'il pense, qu'il planifie. Avez-vous encore des copies? Mon avocat a tout gardé. Je peux vous les faire parvenir. Le sourire de Julia était vengeur. Victor Pugh a détruit ma famille. Si vous prévoyez de le faire tomber, Monsieur Quinn, je veux vous aider. Ils ont échangé leurs coordonnées. Julia a promis d'envoyer par coursier les dossiers de divorce et les copies du journal dans les 2 jours. Gordon a promis de la tenir au courant de ses plans. En se séparant, Julia lui a attrapé le bras. Une dernière chose. Victor a mentionné que Camille avait une sœur, plus jeune, plus pratique. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais Victor a dit que la sœur avait mis en garde Camille contre lui. Elle a essayé de la dissuader de la liaison. Le nom de famille était Hutchkin. Vous souvenez-vous du nom de la sœur? Mélodie. Mélodie Hutchkin. Gordon a pris une note. Un autre fil à tirer. En rentrant, il a appelé Wayne. J'ai besoin que tu localises quelqu'un nommé Mélodie Hutchkin, sœur de Camille, et j'ai besoin de savoir s'il y a un lien entre elle et ce qui se passe. Aussi. Je suis entré dans le système de dossiers médicaux de Pugh. Gordon, tu dois voir ça. Que as-tu trouvé? Tu es son patient depuis plus longtemps que tu ne le penses. Viens au bureau maintenant. Chapitre 6, la révélation. Wayne avait déployé tout son tableau d'enquête lorsque Gordon est arrivé. Des fils rouges reliaient des photographies, des documents et des repères chronologiques. Au centre se trouvait un dossier médical. Gordon Quinn, patient du Riverside Medical Center, a déclaré Wayne en tapotant le dossier. Vous avez eu des rendez-vous là-bas dont vous ne vous souvenez pas. Il y a 3 ans, vous êtes venu pour ce que vous pensiez être un examen physique de routine pour le renouvellement de votre police d'assurance. Vous vous en souvenez? Gordon s'en souvenait.
L'entreprise se développait et il avait besoin d'une couverture mise à jour. C'était des analyses de sang standard, un ECG, le train-train habituel, n'est-ce pas? Sauf que vos analyses de sang ont été traitées par le laboratoire de l'hôpital. Et le médecin qui les a signées était Victor Pugh. Il n'était pas votre médecin traitant, mais il avait accès à vos échantillons. Il a gardé mon ADN? Mieux que ça. Il a suivi votre santé. Regardez ça. Wayne a sorti une série de rapports médicaux. Il y a 2 ans, vous avez eu ce que vous pensiez être une grippe intestinale. Vous êtes allé aux urgences de Riverside. Pugh n'était pas le médecin traitant, mais il s'est mis sur la rotation de consultation pour votre cas. Il a commandé des tests supplémentaires dont vous n'avez pas été informé. Gordon a parcouru les rapports, un bilan métabolique complet, les niveaux d'hormones, des marqueurs génétiques pour les maladies héréditaires. Il vérifiait si vous aviez des conditions qui pourraient vous tuer naturellement, a dit Gordon lentement. Il constituait un historique médical, et quand vous n'aviez rien de commodément fatal, ils ont dû faire preuve de créativité. Wayne a sorti le dernier document, la vasectomie. Regardez le rapport opératoire. Q a noté des complications, des saignements qui ont nécessité une intervention chirurgicale supplémentaire. Sauf que vous n'avez pas eu de complications, n'est-ce pas? Non, j'ai parfaitement récupéré. À peine de douleur après le premier jour. C'est parce qu'il n'y a pas eu de complications. Mais maintenant, il y a un dossier médical qui dit qu'il y en a eu. Et ce dossier inclut une décharge de responsabilité que vous avez signée. Si quelque chose ne va pas avec votre santé urologique à l'avenir, une infection, des dommages, même un cancer dans cette région, tout est attribué à des complications chirurgicales d'une procédure à laquelle vous avez techniquement consenti. Les implications ont frappé Gordon comme un marteau. Ils documentent une raison pour que je meure. Ils construisent une trace écrite qui le fait paraître naturel ou qui le fait paraître comme une faute professionnelle. C'est la faute de Pugh, ce qui dégage entièrement Camille. Elle est la veuve éplorée qui a perdu son mari à cause d'une opération bâclée. Elle poursuit l'hôpital, obtient un règlement en plus de votre assurance vie. Elle et Pugh attendent un temps respectable, puis se retrouvent après leur traumatisme commun. Gordon a payé le petit bureau, son esprit parcourant des scénarios. Il planifie cela depuis des années. Le mariage, Sophie, le déménagement ici, tout cela visait à se positionner pour cette fin de partie. Il y a une dernière chose. Wayne a sorti un dossier financier. Vous vous souvenez de ces dépôts en espèces à Pugh? Je les ai tracés. Ils proviennent d'un compte offshore appartenant à une société écran. Et l'enregistrement de cette société mentionne 2 dirigeants, Victor Pugh et Melody Kaufman. Kaufman. Julia a dit que la sœur de Camille s'appelait Melody Hutchkin. Melody Hutchkin a épousé Lloyd Kaufman il y a 6 ans. Ils vivent à 2 heures d'ici. Elle travaille comme comptable judiciaire. L'expression de Wayne était sombre. Gordon, la sœur de Camille les aide. Elle a blanchi de l'argent, créé des sociétés écrans. Ce n'est pas seulement une liaison et un faux test de paternité. C'est une escroquerie professionnelle organisée. Gordon a senti les dernières pièces s'emboîter. 3 d'entre eux, Hugh, Camille et Melody. Ils me mènent une longue arnaque, et je suis la cible qui est censée finir morte, en prison ou ruinée financièrement. N'importe quel résultat où ils obtiennent votre argent leur convient. Gordon est resté silencieux un long moment, regardant le tableau d'enquête. Puis il a souri, froid et prédateur. Alors nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Wayne a levé un sourcil. Explique. Ils pensent que je suis un imbécile confiant. Un homme bon qui a bâti une entreprise prospère grâce à un travail acharné et à des transactions honnêtes. Ils pensent que je vais réagir émotionnellement, faire des erreurs, tomber dans leur piège. Gordon s'est tourné vers son ami. Alors c'est exactement ce que je vais faire. En surface, vous allez leur laisser penser que leur plan fonctionne. Mieux que ça, je vais les aider à tendre leur piège, et quand ils le feront, nous serons prêts avec un piège à nous. Gordon a sorti son téléphone et a ouvert une application de notes. Voici ce que nous allons faire. D'abord, j'ai besoin que tu me trouves le meilleur expert en documents judiciaires de l'État. Je veux que ce test de paternité soit analysé et certifié comme frauduleux. C'est fait. Deuxièmement, j'ai besoin de preuves de la société écran et du blanchiment d'argent. Peux-tu obtenir une documentation qui tiendra devant un tribunal? Je peux l'obtenir, mais ça coûtera cher.
Nous devrons engager un spécialiste pour tracer les fonds correctement. Fais-le. L'argent n'est pas un problème. Troisièmement, j'ai besoin d'un levier sur Melody Kaufman. Si elle est la comptable qui gère leur combine financière, elle est le maillon faible. Découvre tout sur elle, son mariage, sa vie, ce qui compte pour elle. Wayne a pris des notes. Et Camille et Pew? Tu vas juste les laisser continuer à te jouer? Pour l'instant, j'ai besoin qu'ils se sentent en confiance, qu'ils croient que je ne soupçonne rien. Cela signifie que je rentre à la maison ce soir, j'embrasse ma femme, je lis une histoire à Sophie et je fais semblant que tout est normal. La mâchoire de Gordon s'est crispée. Et je documente tout. Chaque mensonge, chaque absence, chaque moment de cette trahison, parce que quand cela ira au tribunal, et ça ira au tribunal, je veux que les preuves soient accablantes. Quel est le but final ici, Gordon? Tu veux qu'il soit arrêté? Poursuivi en justice? Quoi? Gordon a regardé son ami, son expression se durcissant en quelque chose que Wayne n'avait jamais vu auparavant. Un calcul froid mêlé à une fureur juste. Je veux qu'il soit complètement détruit. Je veux que Pew perde sa licence médicale, sa liberté, tout. Je veux que Camille perde Sophie, perde toute prétention sur mon argent, perde sa liberté aussi, si possible. Je veux que la carrière de comptable judiciaire de Melody soit terminée. Je veux que tous ceux qui les ont aidés fassent face aux conséquences. C'est ambitieux. Ils ont essayé de faire de moi une victime. Ils ont fait une erreur. Gordon a ramassé sa veste. Je rentre à la maison. Continue de creuser. Trouve-moi tout. Et Wayne? Ouais. Merci de m'avoir cru, de m'avoir aidé. Wayne lui a serré l'épaule. C'est à ça que servent les amis. Maintenant, va jouer ton rôle. Sois le mari insoupçonnable et laisse-les creuser leur propre tombe. Chapitre 7. La confrontation. 2 semaines plus tard, Gordon avait tout mis en place. L'expert en documents judiciaires avait certifié le test de paternité comme étant frauduleux. Les données ADN avaient été manipulées. Les en-têtes de l'hôpital falsifiées. Un vrai test de paternité, réalisé secrètement grâce aux relations de Wayne, confirma ce que Gordon avait su dans son cœur. Sophie était sa fille. Sa véritable fille. Le spécialiste de la criminalité financière avait retracé la piste de l'argent de la société écran. Melody Kaufman avait mis en place l'infrastructure depuis 3 ans, déplaçant de l'argent entre les comptes, créant des traces écrites qui auraient finalement accusé Gordon d'évasion fiscale ou de fraude. Le plan était élégant. Quand Gordon mourrait ou irait en prison, Camille plaiderait l'ignorance, prendrait ses biens et disparaîtrait avec sa sœur à Pew. Mais il était temps de renverser le scénario. Gordon avait appelé Camille ce matin-là de son bureau. Et, je dois travailler tard ce soir. Grosse réunion client sur le projet de rénovation de l'hôpital. Ne m'attends pas. Elle avait été trop prompte dans sa réponse. Pas de problème. Sophie et moi aurons une soirée entre filles. Mais la surveillance de Wayne a montré la vérité. Moins d'1 heure après cet appel, Camille avait texté Victor. Puis elle a déposé Sophie chez une amie pour une soirée pyjama, organisée à la dernière minute, et s'est rendue au Riverside Towers. Parfait. Gordon était assis dans la camionnette de Wayne, garé en face des tours, regardant le flux vidéo des caméras que Wayne avait installées dans le condo de Pew 2 jours plus tôt. Obtenir l'accès avait nécessité de soudoyer un employé de maintenance et un peu de crochetage créatif, mais les résultats en valaient la peine. À l'écran, Camille arpentait le salon de Pew. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas simplement avancer. Ça fait 7 ans, Victor. 7 ans à jouer la femme au foyer pour un homme que je n'aime pas, patience, ma chérie. Pew lui a tendu un verre de vin. Nous y sommes presque. Les dossiers médicaux sont en place. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du bon moment. Quel genre de moment? Un accident? Quelque chose de plausible. Les chantiers de construction sont dangereux. Une chute, un équipement défectueux, tout ce qui pourrait être attribué à ces complications chirurgicales que j'ai documentées. Pew a souri. L'assurance de sa propre entreprise paiera en plus de l'assurance vie. C'est parfait. Camille a bu profondément. Et tu es sûr que ça marchera? Gordon n'est pas stupide. Gordon est exactement assez stupide. Il te fait confiance. Il fait confiance au médecin.
Il fait confiance au système. Puis pas approcher. Après toutes ces années, nous aurons enfin ce que nous méritons. La maison, l'argent, tout. Nous vendrons Queen Construction à l'un de ses concurrents. Nous prendrons l'argent et recommencerons à zéro quelque part au chaud. Et Sophie? Les mains de Gordon se sont crispées en attendant la réponse. Qu'en est-il d'elle? La voix de Pugh était froide. Elle n'est pas ma fille. En voilà en pension. Crée une fiducie. Tout ce qui la tiendra à l'écart de notre chemin. Elle n'est qu'un dommage collatéral. À l'écran, Camille a hésité un instant avant de hocher la tête. Tu as raison. Nous sommes allés trop loin pour être sentimentaux. Wayne a jeté un coup d'œil à Gordon. Ça va? Je vais mieux que bien. J'enregistre tout ça. Gordon a vérifié son équipement d'enregistrement. Tout était parfaitement clair. Vidéo et audio parfaitement admissibles au tribunal. Le détective Lester est en position? Thomas Lester est prêt avec un mandat. Wayne a confirmé. Il suit cette affaire depuis que je l'ai briefé la semaine dernière. Il est très intéressé par la fraude médicale et la conspiration en vue de commettre un meurtre. Gordon a sorti son téléphone. Alors, mettons fin à tout ça. Il a composé le numéro de Camille à l'écran. Elle a sursauté en entendant son téléphone sonner, puis a vérifié l'identifiant de l'appelant et a froncé les sourcils. Gordon, je pensais que tu étais en réunion. La réunion s'est terminée plus tôt. Où es-tu? Je suis passé à la maison et tu n'es pas là. On pouvait voir son esprit s'emballer à la caméra, calculant son mensonge. Oh, je suis sorti faire les courses. Le magasin était bondé. Je serai bientôt à la maison. Quel magasin? Quoi? Quel magasin, Camille? Je te rejoins là-bas. On pourra dîner en même temps. La panique a traversé son visage. Tu sais quoi? En fait, je pars tout de suite. On se voit à la maison. Je t'aime. Elle a raccroché rapidement à l'écran. Elle s'est tournée vers Pugh. Il pose des questions. Il sait quelque chose. Il ne peut rien savoir. Nous avons été prudents. Mais même Pugh avait l'air inquiet. Gordon a souri froidement. Wayne, passe l'appel. Wayne a composé le numéro du détective Lester. Ils sont tous les deux dans le condo, discutant de meurtre sur commande et de fraude à l'assurance. Nous avons tout sur bande. Allez-y, en quelques minutes, des voitures de police ont encerclé les Riverside Towers. Gordon et Wayne sont entrés dans le hall de l'immeuble, montrant leurs accréditations aux officiers qui sécurisaient l'entrée. Le détective Thomas Lester les a rencontrés à l'ascenseur. Il avait la cinquantaine, des yeux vifs et la réputation de détester les médecins véreux. Monsieur Quinn, votre enquêteur nous a fourni des preuves très intéressantes. Nous avons des mandats d'arrêt contre le docteur Pugh pour fraude, conspiration en vue de commettre un meurtre et faute professionnelle médicale. Nous avons également un mandat contre votre femme pour conspiration. Avez-vous assez pour que ça tienne? Entre les enregistrements, les dossiers financiers, les documents falsifiés et le témoignage que nous obtiendrons de Julia Morrison et d'autres. Oui, nous en avons assez. Lester a vérifié sa montre. Il est temps d'aller gâcher la soirée de certaines personnes. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de Pugh. Le moment semblait surréaliste. Gordon avait imaginé ce moment pendant des semaines, mais la réalité était à la fois plus satisfaisante et plus douloureuse qu'il ne l'avait prévu. 4 officiers flanquaient Lester alors qu'il frappait à la porte de Pugh. Docteur Pugh, c'est la police. Ouvrez la porte. Silence, puis des chuchotements frénétiques à l'intérieur. Finalement, la porte s'est ouverte. Pugh se tenait là, essayant de paraître calme. Officier, de quoi s'agit-il? Docteur Victor Pugh, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude et falsification de documents médicaux. Lester s'est avancé avec des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Camille est apparue derrière Pugh, le visage blanc, puis elle a vu Gordon debout dans le couloir, et son expression s'est transformée. D'abord en choc, puis en compréhension, puis en rage. Tu savais, a-t-elle craché. Tu savais tout le temps. Pas tout le temps, a dit Gordon calmement. Mais assez longtemps. Assez longtemps pour te surveiller. Assez longtemps pour rassembler des preuves.
Assez longtemps pour être absolument sûr que tu passerais la prochaine décennie en prison. Salaud. Madame Quinn, vous êtes également en état d'arrestation. Un autre officier s'est avancé avec des menottes. Conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude, blanchiment d'argent et complicité de faute professionnelle médicale. Alors qu'il la menottait, Camille a fixé Gordon avec une haine pure. Sophie est ma fille. Ma véritable fille. Le test de paternité était faux. Tu te souviens? Oh, attends. Tu le savais. La voix de Gordon était glaciale. Tu as essayé de me faire croire que mon propre enfant n'était pas le mien. Tu sais ce que ça fait de toi? Pas seulement une criminelle, un monstre. Gordon, s'il te plaît. Maintenant, elle pleurait, le masque glissant. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu. Garde ça pour le juge. Gordon s'est tourné vers le détective Lester. Il y a un troisième conspirateur, Melody Kaufman, la sœur de Camille, la comptable judiciaire qui a mis en place leurs sociétés écrans. Déjà en train d'être arrêtée au moment où nous parlons, a confirmé Lester. Nous avons des officiers chez elle maintenant. Ils ont emmené Camille et Pew menottés. Gordon les a regardés partir, ne ressentant qu'une froide satisfaction. Dans le couloir, plusieurs autres résidents étaient sortis pour assister au spectacle. Parmi eux, Gordon a remarqué une femme âgée qui vivait à l'étage de Q, une Madame Rhodes que Wayne avait interviewée pendant l'enquête. Elle a croisé le regard de Gordon et lui a fait un petit signe d'approbation. Chapitre 8, les conséquences. Le procès a mis 8 mois à se préparer. Pendant ce temps, la vie de Gordon est devenue une routine soigneusement gérée, dirigeant Quinn Construction, s'occupant de Sophie et travaillant avec les procureurs pour monter un dossier en béton. Sophie avait été confuse au début quand maman n'est pas rentrée. Gordon l'avait assise avec un psychologue pour enfants et lui avait expliqué en termes adaptés à son âge que maman avait fait de très mauvaises choses et avait dû partir. « Est-ce qu'elle reviendra ?» avait demandé Sophie, ses yeux gris, les yeux de Gordon, inquiets. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, mais toi et moi, nous allons nous en sortir. Je te le promets. » Et ils s'en sont sortis. Gordon a engagé une nounou, Naomi Delaney, une femme chaleureuse dans la quarantaine qui avait élevé 3 enfants. Elle a aidé Sophie à s'adapter, a aidé Gordon à s'adapter, et lentement leur maison est redevenue un foyer au lieu d'une scène de crime. Les preuves contre les conspirateurs étaient accablantes. Les enregistrements du condo de Pew seul auraient suffi, mais Gordon et Wayne avaient monté un dossier qui ne laissait aucune place au doute. Pièce à conviction A, le test de paternité falsifié, ainsi qu'un vrai montrant que Sophie était la fille biologique de Gordon. Pièce à conviction B, les dossiers médicaux falsifiés documentant de fausses complications de la vasectomie de Gordon. Pièce à conviction C, des dossiers financiers montrant la société écran, le blanchiment d'argent et la fraude planifiée. Pièce à conviction D, des textos entre Camille et Pew discutant du plan et de « quand ce sera fait ». Pièce à conviction E, le témoignage de Julia Morrison sur l'historique de fraude médicale de Pew et le schéma de vengeance élaboré de son ex-mari. Pièce à conviction F, les enregistrements du condo, y compris la discussion glaçante sur l'organisation de l'accident de Gordon. Gordon était assis dans la salle d'audience tous les jours du procès, regardant chaque pièce de preuve être présentée. Il a regardé l'avocat de la défense de Camille essayer de la peindre comme une victime de la manipulation de Pew, un récit qui s'est effondré lorsque les procureurs ont montré des textos où Camille avait suggéré des moyens spécifiques de tuer Gordon. Il a regardé l'avocat de Pew essayer de prétendre que les dossiers médicaux étaient légitimes et que Gordon menait une chasse aux sorcières, une défense qui s'est effondrée lorsque des témoins experts ont témoigné sur les documents falsifiés. Et il a regardé Melody Kaufman, qui avait conclu un accord de plaidoyer en échange de son témoignage. Elle avait été la première à craquer, le maillon faible que Gordon avait prédit. Elle avait expliqué en détail comment elle avait mis en place l'infrastructure financière, comment elle était au courant du projet de tuer Gordon, mais se l'était justifié comme « juste aider ma sœur ». Saviez-vous qu'il prévoyait de tuer Gordon Quinn, lui a demandé le procureur. La voix de Melody était à peine audible. Oui. Et avez-vous fait quelque chose pour l'arrêter? Non. À la barre des témoins, Gordon a raconté une histoire. La conversation surprise pendant l'opération, son enquête, le moment où il a réalisé que tout son mariage était un mensonge. Sa voix n'a jamais faibli. Ses yeux n'ont jamais quitté le jury. Aimiez-vous votre femme, a demandé l'avocat de la défense lors du contre-interrogatoire. J'aimais qui je pensais qu'elle était, a répondu Gordon.
Je n'aimais pas l'escroc qui me voyait comme une cible. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Victor Pugh, coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à 25 ans de prison fédérale, licence médicale révoquée de manière permanente et condamné à verser une restitution à Gordon et à d'autres victimes de sa fraude médicale. Camille Quinn, coupable de tous les chefs d'accusation, condamnée à 18 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans si elle montrait un remords sincère. Melody Kaufman, coupable, mais son accord de plaidoyer et sa coopération signifiaient qu'elle recevait 8 ans avec 3 déjà purgés et la possibilité de libération conditionnelle dans 18 mois. Gordon était assis à côté de Wayne dans la salle d'audience pendant la lecture des verdicts. Camille s'est tournée pour le regarder une dernière fois avant qu'on ne l'emmène. Ses yeux ne contenaient aucun remords, seulement de la fureur d'avoir été prise. Gordon n'a ressenti que de la paix. Chapitre 9. De nouvelles fondations. 1 an après le procès, Gordon Quinn se tenait dans son jardin, regardant Sophie jouer sur une nouvelle balançoire. Elle avait maintenant 7 ans et s'épanouissait malgré tout. Elle posait parfois des questions sur Camille, et Gordon répondait honnêtement. Adapté à son âge, mais honnêtement. « Est-ce que maman te manque ?» avait-elle demandé la semaine dernière. « Celle que je pensais qu'elle était me manque », avait répondu Gordon. « Mais je suis heureux chaque jour de t'avoir. »« Moi aussi, papa. » Naomi Delaney était devenue plus qu'une nounou. Elle était devenue une famille. Elle et Sophie s'étaient profondément liées. Et Gordon s'était surpris à attendre avec impatience les matins où Naomi arrivait avec du café et sa présence stable. Quinn Construction s'était développée. Sans le fardeau financier des comptes secrets de Camille et du détournement de fonds de Melody, l'entreprise était plus rentable que jamais. Gordon avait embauché 3 nouveaux chefs de projet et avait remporté 2 contrats municipaux majeurs. Mais le meilleur moment est venu 3 mois après le procès, lorsque Gordon a officiellement adopté Sophie. La juge, une femme sévère nommée Beverly Flowers, avait examiné l'affaire de manière approfondie. Elle avait lu sur le faux test de paternité, sur la trahison de Camille, sur le combat de Gordon pour prouver que Sophie était sa fille biologique. Monsieur Quinn, avait déclaré la juge Flowers, ce tribunal conclut que vous êtes bien le père biologique de Sophie et que le test de paternité présenté par les accusés était frauduleux et malveillant. Cependant, je comprends que vous cherchez à adopter officiellement votre propre fille. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Gordon avait tenu la main de Sophie dans la sienne. Votre honneur, pendant 5 ans, j'ai aimé Sophie comme ma fille sans jamais le remettre en question. Puis, pendant quelques semaines horribles, j'ai cru qu'elle n'était peut-être pas la mienne. La biologie compte. Je suis reconnaissant qu'elle soit la mienne biologiquement. Mais ce qui compte le plus, c'est ceci. Même si elle ne l'était pas, je serai toujours là à demander à être son père parce que c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Et je veux que ce soit formalisé d'une manière que personne ne pourra jamais remettre en question. La juge Flowers avait souri. Rare pour elle. Adoption accordée. Monsieur Quinn, vous êtes officiellement le père de Sophie de toutes les manières possibles. Félicitations. Ils avaient fêté ça avec de la crème glacée et une visite aux zoo. Des plaisirs simples, des plaisirs honnêtes. Wayne Riddle passait à la maison au moins 2 fois par semaine, apportant généralement des plats à emporter et restant pour le dîner. Il était devenu l'oncle Wayne pour Sophie et l'ami le plus fiable de Gordon. Il ne parlait plus jamais de l'affaire, sauf si c'était nécessaire pour le procès civil. Gordon poursuivait Pugh, Camille et Melody pour dommages et intérêts, et le règlement financerait probablement entièrement les études universitaires de Sophie. Tu penses à sortir avec quelqu'un à nouveau, a demandé Wayne un soir en regardant Gordon faire griller des hamburgers sur le grill. Peut-être un jour, pas maintenant. Sophie a besoin de stabilité. Et honnêtement, j'ai besoin de me souvenir de ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un. Gordon a servi les hamburgers. Mais je ne m'y oppose pas à terme. Quand je serai prêt. Bien. Parce que Naomi m'a demandé si tu voyais quelqu'un. Gordon a levé les yeux brusquement. Vraiment? Wayne a souri. Détends-toi. Elle demandait pour une amie, apparemment. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir qu'elle fait attention. Gordon a réfléchi à cela et a constaté qu'il ne s'y opposait pas. Naomi était gentille, intelligente et s'occupait sincèrement de Sophie, mais c'était trop tôt. Ils avaient trop traversé. Dis à son ami que je suis flatté, mais que je me concentre sur le fait d'être père en ce moment. Je le ferai. Cette nuit-là,
Après que Sophie se soit couchée, Gordon s'est assis dans son bureau à domicile et a sorti un journal. Il avait tout documenté depuis le procès. Non pas pour des raisons juridiques, mais pour lui-même. Traitant la trahison, la colère, l'acceptation finale, il a écrit. Aujourd'hui a été une bonne journée. Sophie a perdu sa première dent. Naomi lui a fait ses biscuits préférés. L'entreprise est solide. Je suis fort. Ce que Camille et Victor ont essayé de me faire, de moi, ça n'a pas marché. Ils me voulaient briser, mort ou en prison. Au lieu de ça, je suis libre. Ma fille est en sécurité. Justice a été rendue. J'ai appris que la force ne consiste pas à ne jamais être trahi. Il s'agit de ce que vous faites quand quelqu'un essaie de vous détruire. Il s'agit de se battre intelligemment, pas seulement durement. Il s'agit de construire quelque chose de mieux à partir des cendres. Queen Construction me survivra. Sophie grandira en sachant que son père s'est battu pour elle, l'a protégée, l'a aimée. C'est l'héritage qui compte. Il a fermé le journal et a regardé la photo sur son bureau. Lui et Sophie Ozo, tous deux souriants, de la crème glacée sur son nez. Réel, honnête. Vrai. Gordon Queen avait été ciblé, trahi et presque détruit. Mais il s'était défendu avec intelligence, patience et détermination. Il avait protégé ce qui comptait, puni ceux qui l'avaient lésé et construit une vie meilleure à partir des ruines de son mariage. L'enveloppe dont il avait entendu parler Victor Pugh était censée le détruire. Au lieu de cela, elle avait été le premier fil qui a complètement dénoué ses ennemis. Et Gordon. Il n'avait jamais été aussi fort. Épilogue. 5 ans plus tard, Gordon a reçu une lettre. Elle venait de Camille, envoyée du centre correctionnel pour femmes où elle purgeait sa peine. Il a failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. Gordon, je n'écris pas pour m'excuser. Nous savons tous les deux que je ne suis pas désolé. Je suis désolé de m'être fait prendre, mais je ne suis pas désolé d'avoir essayé. Tu es toujours trop bon, trop honnête, trop naïf. Tu mérites ce que nous avions prévu pour toi. Mais j'écris pour te dire quelque chose que tu devrais savoir. Sophie demande de mes nouvelles. Je reçois des lettres de son professeur disant qu'elle parle de sa mère qui lui manque. Tu penses peut-être que tu as gagné, mais tu as privé ma fille de sa mère. C'est de ta faute. Un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre, elle te détestera de nous avoir séparés. Elle réalisera que tu as détruit sa famille. Et ce sera ma vengeance, sachant que tu finiras par la perdre aussi. Cordialement, Gordon a lu la lettre une fois, puis l'a passée dans son destructeur de bureau. Sophie, maintenant âgée de 12 ans, avait cessé de poser des questions sur Camille il y a des années. Elle avait Naomi, qui était officiellement devenue Madame Queen il y a 2 ans lors d'une petite cérémonie dans le jardin. Elle avait son père, son oncle Wayne, ses amis, son école. Elle avait une vraie famille. Ce soir-là, Sophie a fait irruption dans son bureau, excitée par le projet de science pour lequel elle avait remporté la première place. Gordon l'a prise dans ses bras et elle a ri. Ce rire pur et sincère d'un enfant qui se sent en sécurité et aimé. « Papa, tu m'écrases. » « Désolé, ma grande. Je suis juste très fier de toi. Je sais que tu le es toujours. » Elle lui a embrassé la joue et a couru montrer à Naomi son ruban bleu. Gordon a regardé la lettre déchiquetée dans sa poubelle, puis sa fille disparaissant dans le couloir et a souri. Camille avait tort. Elle a tout perdu, sa liberté, sa fille, son avenir. Elle pouvait envoyer des lettres amères depuis la prison, mais cela ne changeait pas la réalité. Gordon Queen avait gagné complètement, finalement, pour toujours, et il avait mérité chaque moment de cette victoire. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires.